Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. 22 et la situation épidémiologique reste plutôt stable avec une légère tendance haussière. 2437 nouveaux cas ont été enregistrés, soit 200 de plus que la période précédente. Le taux de positivité est à 17% contre 15,5%. 33 hospitalisations sont en cours, dont 7 réanimations. On compte donc 3 réanimations de plus que la semaine dernière. Et au niveau des décès, 2 personnes nous ont quittés depuis le 9 mai dernier. Et suite aux inondations des 29 et 30 avril dernier, de nombreuses familles guadeloupéennes ont tout perdu. Des situations dramatiques qui poussent à se mobiliser effectivement et faire preuve de générosité, comme c'était le cas au collège Front de Mer où les dons ont véritablement afflué. Le reportage de Michel Depape. Suite aux inondations qui se sont déroulées le week-end du 29 avril au samedi 30, donc nous avons des familles au niveau du collège Front de Mer qui ont été touchées. Donc spontanément, mes collègues de service m'ont appelé, ainsi que les parents, et tout de suite ont voulu se mobiliser et mettre en place une collecte en direction des élèves et des familles touchées par les intempéries. Dans cette collecte, j'ai souhaité me mobiliser pour les parents qui ont tout perdu. Nous sommes habitués, mais là, c'était vraiment très, très poignant de voir. L'eau est vraiment montée et il y a des parents qui ont été touchés. Donc, comme je fais partie de l'espace parents, j'ai dit qu'il faut que je me mobilise, il faut que je fasse un geste envers les autres parents. Alors là, j'aide à la collecte, mais aussi ce sera fait pour la distribution et même le soutien moral. Vous avez vu un petit peu la générosité des personnes de quartier et aussi de la population, parce qu'on a quand même élargi notre communication. Donc on a vraiment de bons dons, des personnes qui ont été très généreuses et voilà, l'espace parent est rempli. Nous avons pu collecter tout ce qui est fournitures scolaires, vêtements, chaussures, aussi produits d'hygiène et denrées alimentaires. Donc vraiment, nous avons aujourd'hui une belle collecte, belle mobilisation. Vous savez, Madame Abdoul, je l'appelle Madli, dès qu'elle fait appel à nous, on répond présent. C'est important, parce que comme on dit, si on l'emmène qu'à la vôtre. Et c'est grand diri qui a fait ça diri. Donc lorsqu'il y a un qui est dans le besoin, il y a un projet, il y a quelque chose, automatiquement nous venons et puis on s'associe au projet et on fait, chaque personne donne sa petite touche et ça fait grandir le projet. Et en parlant d'événements naturels, notez qu'à cause des sargasses, effectivement, le trafic est interrompu entre la Guadeloupe continentale et la Désirade, puisque le port est plein effectivement de sargasses. Et d'ailleurs, les Désiradiens avaient déjà prévenu que ça arriverait. Et l'association Ma Différence LGBT, elle dénonce le déni de justice pour les personnes victimes d'homophobie. Ils ont organisé une petite mobilisation hier devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. On les écoute. Une association d'aide juridique qui aide les personnes LGBT dans leur démarche pour pouvoir faire valoir leurs droits en justice. Nous avons 1072 abonnés de personnes qui régulièrement nous contactent pour pouvoir être aidées
et parce qu'elles subissent des discriminations en Guadeloupe, des violences. Et lorsqu'elles portent plainte, eh bien, cela ne n'aboutit pas. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer le fait qu'il y a du déni de justice. Il y a des personnes dans cette enceinte, ici au tribunal de grande instance, qui bloquent les dossiers, que ce soit par conviction religieuse, que ce soit par principes moraux, qui font pression, qui bloquent les dossiers et qui empêchent les affaires de sortir. Et donc, il y a des dénis de justice. Il y a des affaires de viol, de lynchage qui datent depuis 10 ans. Les auteurs sont connus, se sont vantés de ce qu'ils ont fait et pourtant, personne n'est inquiété, personne n'est traduit devant la justice. En fait, il est important de marquer cette journée du 17 mai qui est la journée de lutte contre l'homophobie. Parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, on subit d'une façon un petit peu pas officielle, mais l'homophobie des gens, à travers leur comportement, à travers leur, même dans le travail, même à travers le voisinage. C'est-à-dire qu'une fois que les gens savent que vous êtes LGBT, eh bien, ils essaient de vous pourrir la vie. Que les lois changent et que les mentalités des gens changent et que les gens arrêtent de s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Chacun son orientation sexuelle. En quoi l'orientation sexuelle de XY peut entraver votre vie, quoi. Enfin, faut arrêter. À cause de l'homophobie, on a pas mal d'exil des jeunes Guadeloupéens en métropole. Parce que moi, je connais 2 ou 3 qui étaient en Guadeloupe, mais qui se faisaient harceler, se faisaient un petit peu maltraiter, même psychologiquement. Donc, ils ont dû fuir en France. Ce n'est pas normal que quelqu'un guadeloupéen ou bien quelqu'un qui vit ici ait à s'exiler en France, à partir en France, parce qu'il est importuné, voire plus par d'autres personnes. Aujourd'hui, notre grande difficulté, c'est d'avoir une association qui est certes de bonne volonté, mais c'est une association de personnes hétéronormées, issus principalement du corps médical, qui prennent la parole et qui nous défendent. Mais ces personnes-là sont limitées, ce sont des personnes hétérosexuelles. Est-ce que lorsque nous les sollicitons pour travailler avec nous, pour pouvoir mener des actions comme demander des droits de réponse ou alors faire des mobilisations, elles nous répondent « c'est pas notre combat ». Ce n'est pas en passant par des hétérosexuels qui font autant bien, qui font ce qu'elles peuvent, qu'on va éduquer les gens sérieusement sur la question LGBT, sur les questions LGBT. À cause de leur mal-être, ils tombent souvent dans l'addiction à différentes drogues parce que ça permet de passer au-dessus de cette souffrance. Il y a aussi des mariages un peu forcés. Vous avez des gens, même s'ils se sentent homosexuels, pour plaire à la famille, pour plaire à la société, par exemple, quand ils vont chercher un travail, on demande est-ce que vous avez femme, enfant, eh bien, ils doivent rentrer dans leur rang pour pouvoir, de point de vue économique, mais aussi pour pouvoir avoir la paix sociale. Un reportage signé Grégory Laps. Et le monde maritime guadeloupéen, lui, s'apprête à prendre la vague post-Covid. Les professionnels du transport de marchandises analysent les effets de la pandémie sur les taux de fret et travaillent à la création d'une union portuaire latino-américaine. L'objectif, diversifier les circuits d'approvisionnement pour pallier aux éventualités. Une réorganisation stratégique nécessaire et confortée par l'instabilité causée en ce moment par la guerre en Ukraine, et ce, même si la crise agroalimentaire induite par le conflit n'impacte pas la Caraïbe. Comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Regardez. Fondation C'est Facile, c'est un laboratoire d'idées prospectifs et stratégiques qui est dédié au monde maritime, portuaire et logistique. Et avec la communauté guadeloupéenne et aussi avec la communauté, je dirais, caribéenne, on a décidé d'écrire un ouvrage sur les dynamiques portuaires latino-caribéennes. C'est parce qu'aujourd'hui, donc, on a des compagnies régulières qui s'efforcent de trouver d'autres circuits d'approvisionnement avec d'autres fournisseurs placés dans l'autre partie du monde qui, on dira, a un climat un peu plus serein. Donc c'est là où nous devons développer des liens, donc organiser des circuits de transport proches de la Guadeloupe, donc favoriser, mettre en place donc, des filières économiques pour exporter des marchandises, des produits vers donc, les autres îles de la Caraïbe. Je crois que de l'autre côté du monde, il faut qu'on s'organise pour justement ne pas être trop dépendant du circuit de l'autre côté de l'Atlantique.
It's complicated. I think it's not only complicated for the Caribbean. Effectivement, c'est très compliqué, mais pas seulement pour la région caribéenne. Et c'est pour ça qu'il est très important de collaborer ensemble, de travailler ensemble. Et nous venons de passer une crise pandémique qui était très importante. Donc, c'est très important de rester ensemble, d'être soudés et de travailler pour trouver des solutions. It's very important to collaborate, and that's why we are here. Avec l'ensemble de la communauté guadeloupéenne, c'est d'analyser deux choses. La première, c'est les effets de la crise pandémique sur les taux de fret et aussi sur l'organisation de transport, avec justement des compagnies maritimes qui sont organisées en oligopole, c'est-à-dire qu'ils concentrent énormément de capacités entre quelques mains, et notamment celle de CMA-CGM, qui est un acteur très important ici, et qui donc organisent ces flux à partir de points absolument stratégiques dans leurs organisations de transport, que sont les hubs. Donc, c'est ce qu'on va expliquer un petit peu ce matin, c'est aujourd'hui il y a des réorganisations stratégiques qui sont faites et qui peuvent être au bénéfice ou au détriment des territoires. Donc la Guadeloupe a vraiment une carte à jouer pour pouvoir, je dirais, s'élever dans ces contextes de crise. Et la deuxième chose, c'est effectivement les conséquences de la crise ukrainienne. Alors là, on est beaucoup moins dans la logique conteneurisée des produits manufacturés, mais beaucoup plus sur un surenrichissement, notamment des soutes, de l'énergie, et aussi une crise de l'agrobusiness, mais qui concerne peut-être un peu moins la Caraïbe et qui concerne beaucoup plus des pays émergents comme en Afrique, qui sont très tributaires de l'approvisionnement des produits de l'agrobusiness, qui sont aujourd'hui très très perturbés par la crise ukrainienne. Retour maintenant sur le TICOSE de la ville de Morne-à-l'Eau autour de la souveraineté alimentaire. Au-delà de la production agricole, chaque Guadeloupéen est invité à consommer ce qu'il plante. Un retour aux bases et coutumes de nos ancêtres nécessaire même dans les zones urbaines. Le reste en images. Le citoyen peut nourrir la ville. C'est le débat qui est là avec les personnes de différentes tranches d'âge et qui donnent leur avis sur le bien manger dans tant longtemps, comme on dit dans tant souverain jusqu'au jour de nos jours. Et comment faire, mais serait-ce que dans les campagnes et dans les villes, pour bien manger. Le débat de ce soir avec la population, avec les acteurs locaux sur la souveraineté alimentaire et l'idée de dire le citoyen nourrit la ville, qui est un projet qu'on a développé à Montsartou, où justement pour répondre à cette souveraineté alimentaire, il faut certes relancer l'agriculture, mais chaque citoyen a sa propre responsabilité aussi et peut produire une partie de son alimentation, notamment les légumes. En plus, vous avez un climat très propice à cette culture. Donc voilà, c'est retrouver, aider les habitants à réagir à ce qui se passe aujourd'hui et à construire des solutions alternatives en se réinvestissant dans une agriculture et une alimentation plus durable. Et c'est vital à la fois pour la santé de chaque citoyen, mais aussi pour la santé de notre planète, puisque 25% des gaz à effet de serre proviennent de l'alimentation. Donc le réchauffement climatique provient pour un quart de l'alimentation, et changer cette alimentation en la relocalisant et en produisant de manière agroécologique et biologique, on sera vertueux pour notre propre santé, pour la santé de notre planète. Et maintenant, je reçois Christine Houblon, qui est élue chargée de l'embellissement à la ville des Abîmes. Elle est en compagnie de Vanessa Bett, le chef de projet de la fête des jardins. Bonsoir mesdames. Bonsoir Harold. Et si vous permettez, je vais transmettre à l'ensemble des Guadeloupéens et particulièrement aux Abîmiens le salut chaleureux de M. Eric Jalton, maire des Abîmes, président de Cap Excellence, qui salue tous les Guadeloupéens et particulièrement les Abîmiens. Merci beaucoup. Justement, je vous recevais il y a quelque temps pour présenter cette fête des jardins avec ce concours de photos qui permettait aux Abîmiens... Du plus bel arbre, merveilleux, Exactement. majestueux, et du plus beau jardin créole traditionnel. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Vanessa Bett, qui est une des 4 chefs de projet qui ont travaillé assidûment et de manière très compétente pour la mise en place de ces 2 concours. Et je lui passe la parole pour qu'elle vous explique comment ça a été un succès. Alors, bonsoir à tous. Alors, concernant le jeu concours photo de l'arbre, ça a été un grand succès. Nous avons eu 27 candidatures. Concernant le concours du plus beau jardin créole traditionnel. Attends, tu vas trop vite. Déjà sur les arbres. Oui. Sur les arbres. Tu as reçu 27 photos. Est-ce que les 27 arbres sont impressionnants? Oui, tout à fait.
Il y a des arbres que nous avons répertoriés récemment sur le territoire, que moi-même personnellement je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir valoriser mon entourage, tout ce qui nous entoure. Et oui, ça a été un franc succès. D'accord. Donc 27 beaux clichés, on veut les découvrir après de toute façon. Il y aura la sélection. La sélection est déjà faite ou pas, madame? La délibération a eu lieu et il faudra, et nous invitons tous les Guadeloupéens, pas seulement les Abimiens, tous les Guadeloupéens à venir le samedi 21 sur le site de Taonaba, le site de la biodiversité, et c'est là qu'on découvrira les gagnants. Et donc les belles photos aussi. Il y aura une exposition des photos de tous les arbres qui ont été vus, ainsi que des jardins créoles traditionnels. Donc justement, il y a la deuxième partie, il y avait les arbres d'une part, mais il y avait aussi les jardins créoles. Alors c'était comment à ce niveau-là? Alors concernant les jardins créoles, nous avons eu une diversité de jardins. C'était vraiment impressionnant. Nous avons pu constater aussi qu'il y a beaucoup de résidents abimiens qui peuvent s'autosuffire de façon alimentaire. Donc ils ont diversification alimentaire. Tout à fait. Ils ont leur petite culture qui font tourner tout. Et ils mangent tout ce qu'ils produisent. Voilà, tout à fait. Donc c'était avec des grands terrains ou... Certains grands, mais il y en avait aussi peut-être de plus petits, mais impressionnants tout autant que les plus grands. Super prolifique. Oui. Mais je peux vous dire, pour aller dans le sens de Vanessa, je vais prendre sur le Rézé par exemple, un petit bout de jardin qui était un dépôt d'ordures et de déchets. D'accord. Et une habitante a décidé qu'elle changerait la chose. Donc, elle a demandé l'autorisation d'occuper ce petit bout de terrain. Et je vous assure, c'est un véritable jardin créole avec tout ce que cela comporte. Des plantes médicinales. Il y avait un super beau régime de bananes quand nous sommes passés. Des plantes fleuries. C'est pas au niveau du pont? Je ne vous dirai pas pour l'instant. Pour le moment, nous ne pouvons pas divulguer. Dimanche, vous le saurez. Samedi, vous saurez puisque la délibération a été faite. La remise des prix se fera dans l'après-midi. Donc, vous saurez qui. Et il y aura la photo. Voilà, il y aura une exposition de photos. Et donc, les Guadeloupéens ont accepté effectivement de vous recevoir Mais plus que de nous recevoir, de nous accueillir chaleureusement. Nous-mêmes, nous avions dit, ne faites pas de dépenses, nous venons avec les membres du jury. On va parler des membres du jury, des personnes compétentes dans leur domaine. Eh bien, nous étions reçus avec des petites choses agréables, mais à base de produits locaux. Des jus. Mais un peu comme ce que vous faites, vous êtes venu avec un petit panier. Nous sommes dans le cadre de la fête de la nature. Alors, voilà comment la nature nous donne tout. Pour l'œil, pour l'estomac, pour la santé, on a tout. Et même le petit panier, c'est au niveau de la nature aussi. Très bien, très bien. Ça incite justement à avoir un certain respect pour cette nature qui nous protège, on le sait par rapport à la mangrove, par rapport à Taonaba par exemple, mais aussi qui nous nourrit finalement. Qui nous soigne. Et qui nous soigne, effectivement. Voilà. Mais est-ce que quand vous avez discuté justement avec tous les participants, est-ce qu'il y a un respect de leurs espaces naturels par le voisinage? Puisque des fois c'est dans des zones urbaines, des choses comme ça. Oui, en règle générale, nous n'avons pas rencontré de gens qui ont été... Au contraire, je pense que les voisins sollicitent les autres voisins pour pouvoir justement... Et ça les incite à faire de même. Voilà. Parce que même dans des centres comme par exemple des centres pour personnes handicapées, nous avons vu un formidable jardin. Et le jardin créole en forme de carte de la Guadeloupe, vraiment, planté de fleurs, de plantes médicinales, de plantes nourricières comme des bananes, des patates douces, et même des plantes qu'on croirait avoir disparu. Voilà, on a donc on trouve des trésors aussi. Voilà, oui. Tout à fait, vraiment. Et est-ce qu'il y avait des nouveaux types de jardins? Oui, pour ma part, il y a eu des jardins, on dira créoles, mais traditionnels, mais vraiment modernes. Ça veut dire modernisés avec de nouveaux outils, de beaux emplacements, très linéaires. Le truc est travaillé, c'est genre œuvre d'art. Ce sont des jardins créoles, mais modernisés. Voilà. Alors, je vais profiter de l'occasion pour dire le mot traditionnel était important dans le concours. Donc, c'est vrai qu'il y a eu de très, très beaux jardins, mais l'aspect traditionnel a été vraiment l'axe qu'on devait respecter. Voilà.
Et si je puis rajouter, concernant, afin de juger les arbres dits majestueux et remarquables, ainsi que les plus beaux jardins créoles traditionnels, nous avons sélectionné des jurys, des personnalités qui sont vraiment engagées dans le domaine. Ce sera qui? Tel que Monsieur Félix Lurel, qui est une personnalité engagée dans le domaine de l'environnement, Monsieur Jean-Marie Flower, ou encore pour le jardin, Monsieur Oxybouin ou Madame vous avez appelé Hugues Marie oui, tout à fait, Marie-Gustave. Ah, d'accord. Mais Hugues Oxybouin, franchement, il est génial en termes de transmission. Transmission, savoir-faire, oui. Il est à fond dedans. Tout à fait. Excellent. Donc, ça fait un très bon jury. Il ne faut pas faire n'importe quoi alors dans ce concours-là. On a pris les personnes les plus compétentes dans ce domaine-là. Monsieur Garin, enfin, on pourrait les citer tous, hein, mais on n'aura peut-être pas le temps. Mais ils se reconnaîtront. Et samedi, ils seront là. Très bien. Il y a un programme pour la journée de samedi? Tout à fait. L'ouverture officielle se fera dès 9h, mais avant, à 8h, le marché sera déjà à disposition, le marché, un grand marché des abîmes. Ensuite, après l'ouverture officielle, il y aura tous les ateliers, tous les stands. Et là encore, je vais passer la parole à Vanessa, qui va nous donner progressivement tous les éléments. Alors, plus précisément, l'ouverture du village se fera à 8h par le marché. Il y aura des maraîchers, des artisans, tout ce qui est confiserie, pâtisserie, vente de plantes médicinales, vente de jus local, produits à base de fruits tapins, etc. Concernant les conférences, nous aurons comment réussir à planter un arbre en pot en 2022 avec le célèbre Yvon Joseph. Nous aurons aussi comment gérer son jardin durant la période de carême avec une association qui s'appelle Bois Capable. Donc planter sans beaucoup d'eau, arriver tout à, fait. À gérer sans beaucoup d'eau. Voilà, tout à fait. Et nous aurons aussi le bien manger traditionnel local avec le chef Ismaël Vouto. Une grosse programmation. Beaucoup à manger, ça donne faim. Oui. Et donc, concernant les ateliers aussi, les ateliers sont assez diversifiés. Nous pourrons voir comme atelier But Lasagne, c'est toujours avec l'association Bois Capable. Il y aura aussi la visite du site Taonaba Paul Accueil avec monsieur Jean-Marie Flower. Il y aura aussi la vannerie, comment la confiserie en fait de vannerie, comment tresser des paniers en osier par exemple avec Barbie créole et etc. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y aura une partie ludique pour les enfants, mais aussi ouvert aux grandes personnes, c'est à tout public. Le conte avec le célèbre Benzo sous le manguier, bien sûr. Vous voyez la variété? Et nous terminerons par un show final, puisqu'il s'agit d'une fête, la fête des jardins. Donc le show final, et pas des moindres, Ronnie Théophile et Jean-Michel Samba. Vous avez tout prévu, pour samedi en tout cas. Il faut que les gens viennent passer la journée sur le site de Taonaba. C'est une journée de détente, une journée de fête, et une journée où on va se réapproprier tout ce qui fait du bien aux Guadeloupéens sur son territoire. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous présenter cette manifestation et pour l'organisation, effectivement, de ce concours photo du plus bel arbre et du plus beau jardin créole du territoire abîmé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir. Et les municipalités, effectivement, en ce moment, partent à la rencontre de leur population pour mieux cerner leurs besoins et doléances. C'est le cas du quartier de Marly à Sainte-Anne, où les services se sont déplacés. Regardez. N'hésitez pas, nous serons là seulement jusqu'à midi. Alors, venir, je vois des visages que je connais. C'est l'occasion de venir nous retrouver ce matin sur le terrain de football encore pour quelques heures. Nous avons eu l'occasion de rencontrer dans la proximité cette population qui nous a fait remonter leurs doléances. On a mis en place un diagnostic, une enquête pour connaître leurs besoins. Et aujourd'hui, cette première besoin, c'est d'être à leur côté avec les différents services comme la mission locale, comme le CCAS de la ville de Sainte-Anne, comme la CAF. C'est très important parce que tout est dématérialisé et les gens ont du mal à pouvoir s'inscrire ou faire une demande, d'où l'intérêt qu'ils soient présents, ainsi que l'association Ferramango, qui font aussi un travail formidable à côté de cette population.
plan Action Jeunesse a été lancé en novembre 2019. C'est un dispositif régional qui comporte une cinquantaine de mesures à la disposition des jeunes, que ce soit pour la formation, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour la création d'activités et aussi pour les aider à avoir accès à l'ensemble des dispositifs régionaux au service de la jeunesse, notamment pour les aides aux étudiants, etc., l'aide à la mobilité. Nous sommes aujourd'hui à Sainte-Anne, sur ce lieu-là, mais tout à l'heure, nous disons dans le quartier, aider donc des jeunes de ce quartier-là pour pouvoir échanger un petit peu avec la jeunesse. Mais comme je vous dis, on n'est pas là simplement aujourd'hui, ce n'est qu'une étape et nous avons aussi le plan Action Jeunesse que nous organisons avec les municipalités. Je suis au quartier pour présenter les jeunes du quartier, faire voir qu'on est là, tu vois, qu'on a besoin d'aide, d'avoir des aides au travail, même à la CAF, tu vois. Bon, ils ont pris moi avec moi, c'est la première fois de ma vie, comme je dis, de ma vie, que des gens prennent le temps de parler avec moi et tout. Là, je ressenti que ça va faire quelque chose, tu vois. Ils m'ont parlé vraiment, ils ont pris contact avec moi, échangé les contacts, et on a pris mot, je pense que ça va faire quelque chose. Le 18 mai 1803, lors du congrès de l'ARCAF, regroupant les chefs de la révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines arrache la partie blanche du drapeau tricolore français. Les deux morceaux restants, bleu et rouge, sont ensuite recousus pour symboliser l'union des nègres et mulâtres pour vaincre l'envahisseur. C'est ainsi qu'a vu le jour le premier drapeau haïtien qui connaîtra plusieurs évolutions à travers le temps. Un drapeau qui reflète la fierté d'une communauté qui le célèbre pour la 219e fois cette année. Les festivités se déroulent sur l'esplanade de la mairie de Pointe-à-Pitre. Le reportage de Michel Depape. Alors aujourd'hui, le 18 mai, nous célébrons les 219 ans de la création de notre drapeau. Et vu ça fait 2 ans qu'il y a eu le confinement et qu'on n'a pas pu célébrer comme ça se devait, aujourd'hui, on a décidé et on a jugé qu'il était important de pouvoir célébrer avec la communauté, tant qu'haïtienne, et ceux de la Caraïbe qui voulaient partager avec nous ce moment. Pour l'historique du drapeau, le drapeau a beaucoup changé au fil des années. Mais le bleu et le rouge, ça représente l'union des nègres et des mulâtres qui, au moment de la liberté, s'étaient mis ensemble pour pouvoir vaincre l'armée d'alors qui terrassait Haïti. Et les armoiries, vraiment, c'est juste pour montrer la force, l'armoirie. Donc, ce qu'on a là, le palmis, le bonnet frigé et tout, c'est pour montrer la force et tout. C'est toujours une fierté de fêter son drapeau, hein. Quel que soit là où on se trouve, et je profite pour féliciter toutes les autres communautés à travers le monde qui sont en train de le faire aujourd'hui. J'espère que vraiment cette célébration ne sera pas la dernière et qu'on pourra célébrer le 18 novembre avec la même magnitude. Et le géant du basket, Rudy Gobert, est de passage en Guadeloupe pour jeter un œil au projet de gymnase qui portera son nom. Une nouvelle structure de la ville du Gosier qui souhaite bénéficier du rayonnement de ce jour de la NBA pour inciter à la pratique sportive. Le reportage. Pour moi, c'est un projet extraordinaire. Et pour ma majorité, on est vraiment, vraiment heureux d'être dans une dynamique très productive et très positive pour la population du Gosier. Vous n'imaginez même pas les retours que ça amène à la ville du Gosier. Vous imaginez même pas le fait que Rudy Gobert soit à Gosier là. Ça va faire le tour. C'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond pour donner encore plus d'éclat à la ville du Gosier. C'est un super projet. Il n'y a que du positif pour moi, pour les jeunes, déjà avant tout, pour la Guadeloupe. Et créer une infrastructure, avoir l'opportunité de créer une infrastructure aussi de qualité, où les jeunes peuvent s'exercer. Et en plus, on peut créer des événements, on peut avoir des grands matchs de basket locaux. C'est un projet super. Et j'espère que avoir un gymnase à son nom, pour moi, c'est toujours un rêve. C'est un rêve et c'est une fierté. De ramener un champion NBA, de lui dire on a un projet d'intérêt général, d'intérêt public à Gosier, de lui dire que c'est pour aider des centaines et des centaines de jeunes, de redonner à un quartier toute une lumière qu'elle n'a pas. Et bien, je peux vous dire qu'il vous dit oui, qu'il vient, qu'il vous dit je suis prêt à financer avec mes partenaires, c'est vraiment magique. Et de savoir que, vous voyez, en gros, c'est pas du vin. Il est là. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, Rudy, t'as fini, faut venir en Guadeloupe. Il m'a dit, président, je viens tout de suite. Dans le domaine du sport, on
on parle toujours de ça, oui, ceux qui ont réussi, où ils reviennent, mais vraiment en privé. Mais revenir pour s'investir et faire aussi pour les jeunes, pour améliorer le lendemain des jeunes sportifs, c'est-à-dire pour qu'ils ne s'entraînent pas dans les mêmes conditions que quand ils étaient jeunes. Je pense que ça va commencer à arriver et revenir un petit peu vers la Guadeloupe. Ce serait une bonne chose. On a tellement de talent en Guadeloupe. Pour moi, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et les jeunes, on doit aux jeunes de leur donner des endroits où des endroits où ils peuvent vraiment maximiser leur potentiel et rendre, les faire rêver encore plus. C'est ce qui compte au final. Un reportage de Maxime Morel. Et retour avant de se quitter sur le Leader Tour de la ville de Pointe-Noire. La municipalité, depuis quelque temps, part à la rencontre des chefs d'entreprise de son territoire. Le reste en images. C'est une jeune entreprise qui vient de s'installer sur Pointe-Noire et qui a pour mission d'accompagner, comme vous le dites, les administrés de Pointe-Noire dans leur démarche. Alors il est clair que la commune de Pointe-Noire, comme toutes les communes dans son sein, un CECAS, le Centre communal d'action sociale, mais il y a des fois des dossiers qui sont peut-être plus difficiles à élucider. Par conséquent, les personnes qui sont dans le besoin peuvent également aller voir cette jeune entreprise très dynamique qui peuvent leur proposer toutes les solutions, y compris maintenant ils sont en train même de mettre en place une structure qui permettra, dans le cas où quelqu'un a besoin d'un plombier, d'un électricien, etc., pour faire des menus de travaux, de reprendre aux demandes de la population, et je pense que c'est une très bonne chose. Le président de la CNBT, M. Losbar, a souhaité que ce comité de programmation du programme Leader puisse venir découvrir vraiment comment ça fonctionne. Et c'est une opportunité intéressante pour tous les porteurs de projets, pour tous ces acteurs économiques sur le Nord-Bastère, de pouvoir avoir le soutien direct de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Ça fait partie des compétences en termes d'action économique de notre communauté d'agglomération et on l'exerce. On a cette convention avec des fonds européens, avec des fonds de la région et on complète avec des fonds de notre communauté d'agglo. Et nous développons, et c'est là la volonté du président, nous développons justement l'activité économique de proximité. Ça justifie des circuits courts, ça met en valeur le patrimoine naturel, ça nous permet aussi d'avoir des produits labellisés, des produits bio. Mais ça va pas uniquement en termes de production agricole ou de production de prestations artisanales. On l'a vu tout à l'heure, un jeune porteur de projet qui a une entreprise de prestation de services et qui se met comme véritable relais du territoire au cœur de Pointe-Noire à la disposition d'autres porteurs de projets. Et c'est la volonté qui est affichée par la communauté d'agglomération d'implanter comme ça sur tout le territoire, dans toutes les communes, des vrais relais pour que les gens n'aient plus à se déplacer. Et vous voyez les difficultés de transport sur notre territoire communautaire. Et donc ça nous permet d'aller même au cœur de la population et déceler les micro-projets, les petits projets qui sont nécessaires à créer de l'activité et forcément de l'emploi. Au niveau de chaque commune, de chaque territoire. J'ai trouvé mon projet tellement agréable à développer que je me suis dit que je n'ai pas les moyens. Alors il faudrait trouver les moyens pour pouvoir mettre ce projet à jour. Et c'est pour cela que je me suis mis j'ai déposé un dossier à Leader pour pouvoir avancer dans mes travaux. Cette aide me permet au niveau des matériaux apicoles, par exemple, au niveau pour la multiplication des ruches, pour avoir beaucoup plus d'abeilles, qui me permettrait d'avoir beaucoup plus de miel et de produits de la ruche, et pour pouvoir avoir d'autres matériaux au niveau apicole. Alors, c'est juste des matériaux apicoles pour pouvoir avancer dans mon... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.